Bonjour à tous, aujourd'hui Animusique vous propose de partir en voyage. Vous avez immanquablement un tas de beaux souvenirs télévisés. Mais ne vous êtes-vous jamais demandé à quoi ressemblerait ceci si vous aviez grandi dans un autre pays? C'est ce que nous allons essayer de vous faire découvrir au travers de cette émission. Et aujourd'hui, direction le Royaume-Uni. Comme de coutume, avant de commencer, je vous propose de regarder un peu à quoi ressemble le paysage audiovisuel anglais, celui que nous visitons aujourd'hui. Si on vous demande de citer le nom d'une chaîne de télévision étrangère connue, il y a fort à parier que nombre d'entre vous répondront la BBC. Reconnue à travers le monde comme une marque d'excellence, la télévision publique anglaise a fait ses débuts dès 1936 sous ce nom. Cette première chaîne sera rejointe en 1955 par ITV. Alors on va s'arrêter un instant sur celle-ci car c'est un peu particulier. En fait, il s'agit du nom de tête d'une sorte de franchise chapeautant des stations régionales établies dans tout le pays. De 6 stations à ses débuts, on en trouvera 17 en 1962. Les chaînes régionales auront des noms différents. Elles pourront produire leurs propres programmes et diffuseront des créneaux horaires en commun sous la bannière ITV. ITV étant une chaîne commerciale. 1964, BBC est rejointe par BBC Two, la première chaîne devenant alors BBC One. 1982, c'est Channel 4 qui débarque, troisième chaîne publique anglaise. La même année apparaît S4C, une chaîne publique en gallois diffusée au Pays de Galles. Et enfin, Channel 5 en 1997 vient compléter le tableau avant la révolution du numérique terrestre comme un peu partout en Europe. Voilà, maintenant que le tableau est posé, nous sommes prêts à remonter le temps. Je vous propose de débuter notre voyage en 1957 sur Granada Television, une des stations franchisées d'ITV au nord du pays, avec la série Les Aventures de Tweezle, qui raconte l'histoire d'une poupée qui a la faculté d'allonger ses membres et s'en sert d'ailleurs pour quitter son magasin de jouets. Si je vous parle de cette série, c'est parce qu'on retrouve à son générique un certain Gerry Anderson et son équipe. Celui-ci va durablement marquer la télévision anglaise. Au fil des années, il proposera successivement des séries mettant en scène, vous avez dû le remarquer, des marionnettes. C'est en 1965 que sera diffusée sa série la plus marquante sur ATV, affiliée d'ITV, et qui sera exportée dans le monde entier, Thunderbirds. La force de sécurité internationale et ses super véhicules luttant contre toutes les catastrophes naturelles ou pas, qui mettent le monde en péril, va être le summum des séries en Super Mario Nation de Gerry Anderson. Le Super Mario Nation étant le nom du procédé créé pour l'animation des marionnettes dans ses différents programmes. D'autres séries suivront jusqu'à la fin des années 60. Et avant un revival dans les années 80 avec la série Terra Hawks, on pourra retrouver le nom d'Anderson au générique d'une grande série science-fiction, Cosmos 1999. La télévision britannique peut paraître parfois un peu égocentrée. Ainsi, on aura beau chercher, l'animation japonaise si populaire en Europe des années 70 à 90 n'aura pas droit de citer en Grande-Bretagne. C'est seulement la diffusion au cinéma d'Akira en 1988 qui mettra en marche une dynamique avec le lancement notamment de la collection manga vidéo, mais ça c'est une autre histoire. Gerry Anderson va pourtant, sans le vouloir, créer une brèche. Certaines de ces séries ont été diffusées au Japon et ont remporté un certain succès. Ainsi, en 1982, BBC One va diffuser une nouvelle série intitulée Thunderbirds 2086, qui ne sera pas un programme de marionnettes mais une série d'animation, et qui plus est, japonais. The Thunderbirds, 5 of the finest cadets in the world, dedicated to the service of mankind wherever he may be in distress. Combined with a dazzling array of vehicles and equipment designed to specifications in the space-age technology of the 21st century. A special rescue squad ready to answer a last-chance distress call. A call that could arrive at any... L'équipe de sauvetage scientifique Techno Voyager s'inspire très fortement de l'œuvre d'Anderson, et ne s'en cache pas. Bien que ne faisant pas partie du canon des Thunderbirds, on peut cependant dire qu'elle a été autorisée. En tout cas, il s'agit là d'une des rares traces d'animation japonaise à la télévision anglaise. En 1982, ITV proposa un autre enfant illégitime d'Anderson, avec des marionnettes cette fois-ci, et de surcroît venant lui aussi du pays du soleil levant, Starfleet, connu chez nous sous le titre de Bomber X. Go Nagai, son créateur et aussi papa de Goldorak, n'a d'ailleurs pas caché ses inspirations pour sa série.
Pour en terminer avec la galaxie de Jerry Anderson et plus proche de nous, en 2003, Anderson sera le co-créateur d'une série d'animation japonaise appelée Firestorm, qui n'a d'ailleurs pas marqué les mémoires et dont il est assez difficile de trouver des images, mais qui montre de belle manière la réciprocité de ces deux univers. On reste encore un peu dans la marionnette avec ce grand succès de la télévision anglaise, le rond-point magique. Vous aurez sans nul doute reconnu Pollux et ses amis du Manège Enchanté. Cette série française réalisée par Serge Dano rencontrera un gros impact sur les téléspectateurs d'outre-Manche à partir de 1965 sur la BBC. Cependant, elle diffère beaucoup de l'original puisque ses scénarios ont été complètement modifiés pour cette version, ainsi que les noms des personnages lui donnant une tonalité totalement différente mais qui a su, semble-t-il, séduire nos voisins. Le public anglais semble friand de ce type de réalisation puisqu'en 1976, toujours sur la BBC, une production locale mettant en scène un petit ours va faire chavirer le cœur du public, Paddington. On pourrait citer des tas d'autres productions du genre, comme les Wombles, série assez déroutante pour nous, mais ça nous prendrait un peu trop de temps. Underground, overground, wombling free. The wombles of Wimbledon, common are we. Making good use of the things that we find. Things that the everyday folks need. Dès 1937, la BBC proposait déjà des programmes pour enfants. La plus ancienne émission du genre en termes de longévité à l'échelle mondiale, Blue Peter, était d'ailleurs diffusée sur son antenne depuis 1958, avant de rejoindre la chaîne de la TNT jeunesse du groupe CBBC en 2013. Il s'agit d'un magazine jeunesse proposant des infos et des reportages. Les programmes pour enfants dans les années 70 à 90 étaient généralement diffusés le matin ou en fin d'après-midi. C'est sur ce créneau que BBC One et ITV s'affronteront durant de longues années. Ainsi, le Royaume-Uni produira un certain nombre de séries d'animation pour agrémenter ses antennes, dont certaines ont su rester dans les mémoires. On peut citer le Dr Snuggles, diffusé sur ITV en 1979, et qui raconte les aventures d'un vieil inventeur loufoque et de ses amis et ennemis qui ne le sont pas moins. On peut parler également de Super Ted ou comment un simple ourson en peluche qui reçoit le don de la vie va pouvoir devenir un super-héros grâce à un mot magique et secret. Cette série sera diffusée sur la chaîne galloise S4C à partir de 1982 et aura droit à une suite en 1989 produite par les studios américains de Hanna-Barbera. L'un des héros les plus populaires de l'animation britannique est sans nul doute Danger Mouse. Pas moins de 161 épisodes seront produits par Thames Television, l'une des antennes régionales d'ITV, et son émission Watch It, devenue CITV en 1983. La série signera des records d'audience et donnera même naissance à une série dérivée en 1988 basée sur le méchant conte Duckula. Il faudra attendre 1985 pour que les programmes jeunesse de fin d'après-midi sur BBC One soient incarnés par un présentateur. Le premier sera Philip Schofield. Hormis des programmes locaux, la chaîne et sa rivale ITV diffuseront à cette époque, production japonaise mise à part, les programmes classiques qu'on retrouvait un peu partout à travers le monde à la télévision. Comme
un peu partout dans le monde durant les années 2000, les programmes jeunesse vont disparaître progressivement des écrans des grandes chaînes nationales pour rejoindre des stations dédiées avec l'essor de la TNT. Ainsi, CBBC et CETV deviendront des chaînes à part entière où les enfants pourront trouver refuge et y apprécier, entre autres, les productions anglaises bénéficiant encore aujourd'hui d'un grand savoir-faire. La télévision anglaise est également réputée pour avoir produit de nombreuses séries destinées à la jeunesse de grande qualité. Je vous propose de faire un tour d'horizon et de nous arrêter sur quelques-unes d'entre elles parmi les plus marquantes. Diffusée de 1972 à 1974 sur le réseau ITV, les aventures de Black Beauty racontent au XIXe siècle l'histoire d'un magnifique cheval noir et des hommes qui l'entourent. Je vous laisse apprécier quelques instants le thème de la série particulièrement réussi. 2 ans auparavant, BBC One avait diffusé Here Comes the Double Deckers, une coproduction avec les États-Unis qui raconte les aventures farfelues d'un groupe d'enfants qui ont pris comme base un bus à 2 étages. Seuls 17 épisodes seront produits, mais la série s'exportera à travers le monde et laissera de bons souvenirs à ceux qui ont pu la découvrir. Issue de l'œuvre de la prolifique auteure pour enfants Enid Blyton, également créatrice du célèbre Oui Oui, cette série, basée sur ses Famous Five, le club des 5, emmène le jeune public à l'aventure sur ITV en 1978 durant 2 saisons et 26 épisodes qui auront su faire voyager également de nombreux enfants à travers le monde. C'est également en 1978 que débute la diffusion de la très longue série Grange Hill sur la BBC, puisqu'elle s'étendra jusqu'en 2008 pour un total de 601 épisodes. L'histoire se déroule dans une école et raconte sans détour la vie de ses élèves et professeurs, n'hésitant pas à aborder tous les sujets, même les plus sensibles. Comment ne pas se souvenir de ce bandit de grand chemin ? Dick Turpin est un personnage ayant réellement existé, mais dont la vie de brigand a été au fil du temps romancée pour en faire une sorte d'anti-héros, comme dans cette série qu'ITV proposera en 1979 le temps de 26 épisodes et d'un long métrage de télévision. Encore une fois, le générique est particulièrement réussi. Ceux qui ont pu la voir gardent des tripodes un souvenir sûrement teinté d'un peu d'angoisse. C'est d'ailleurs sur cette sensation que la série a marqué son public, puisque ces 25 épisodes n'ont pas fait exploser les taux d'écoute sur BBC One en 1984, et cette coproduction avec l'Australie ne connaîtra jamais de suite. La reine de toutes les séries anglaises est sans conteste celle qui est apparue sur BBC One en 1963.
D'abord destiné aux enfants et censé leur inculquer quelque peu l'histoire au travers des voyages temporels de son héros des plus atypiques, Doctor Who deviendra la plus longue série de science-fiction au monde. Ainsi, celui qu'on surnomme le Docteur, le Seigneur du Temps, traversera justement celui-ci dans sa cabine de police bleue et restera présent sur les ondes jusqu'en 1989. Icône de la télévision anglaise, il reste à cette époque quasi inconnu au-delà de ses frontières, même si par exemple quelques épisodes seront diffusés chez nous en France dans le Club Dorothée. C'est surtout à partir de 2005 et après un retour raté en 1996 que la série connaîtra un rayonnement mondial en adoptant un ton plus adulte et finira de faire de son personnage un pilier de la pop culture mondiale. Notre voyage touche à sa fin, j'espère que vous aurez apprécié cette incursion sur la télévision au Royaume-Uni. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle destination, je vous dis see you soon in Animusic. Jamie and the magic torch. Down the hill scale, go faster and faster towards Cuckoo Land. Wordsworth, following hard behind. Ready for adventure, always there to lend a all hand.